Bon alors, j'ai eu le plaisir d'enregistrer un podcast avec Alasdair Mackenzie. Alasdair, c'est un alpiniste de 20 ans qui a déjà gravi 13 des 14 plus hauts sommets du monde, donc des sommets à plus de 8000 mètres, dont l'Everest, le K2, l'Annapurna. C'est un vrai exploit, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il est en train d'accomplir. Et j'étais curieux d'en découvrir un peu plus sur son parcours, qu'est-ce qui l'a mené à faire autant de montagnes, à atteindre ce niveau-là. On a réussi à enregistrer cet épisode fin août 2024, donc juste avant qu'il parte pour sa dernière ascension. On a discuté de son parcours, qu'est-ce qui l'a mené à la montagne, son entraînement pour accomplir des performances physiques de ce niveau-là, son mental derrière tous ces exploits, et c'était vraiment passionnant. J'espère que ça va vous plaire. Vous avez sûrement croisé au détour d'une rue un de ces personnages bizarres coiffés d'un drôle de casque. Rappelez-vous, il ne manquait que les antennes pour évoquer une autre planète. Mais n'ayez pas peur. On m'avait dit que ça descendait tout le temps, c'est pour ça que je me suis engagé. Il y a beaucoup de gens qui me regardent avec un air, une nouvelle génération. Ça les étonne un peu. Moi, je m'en fous éperdument. Du moment où je suis bien, c'est le principal. Voilà, c'est important parce que ça détend. C'est vraiment très important. Puis aussi, je suis bien. C'est très amusant et c'est spectaculaire. Toute échappée est formellement interdite. Salut Alasdair, merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce podcast. Je suis hyper content de pouvoir enregistrer avec toi parce que moi perso, tu fais partie des profils qui m'inspirent, que je vois passer sur les réseaux sociaux, parce que ce que tu fais, comme beaucoup de monde, je pense, ça me paraît insurmontable, tu vois, pour quelqu'un qui fait pas d'alpinisme, voir un gars aussi jeune que toi qui accomplit autant de choses, c'est assez fou et je trouve ça inspirant. Donc déjà, bravo et merci, c'est cool de pouvoir parler avec toi. J'ai fait des petites recherches sur toi, donc dis-moi si c'est vrai ou pas, mais donc de base, t'es pas du tout un gars de la montagne, enfin t'étais pas forcément destiné à faire de la montagne, t'es né à Lorient. C'est ça ? Exactement, ouais, j'étais pas du tout destiné, ça c'est clair. Plus pour l'eau. T'as déménagé à Chamonix ? Ouais. Et ça, c'était à quel âge à peu près ? Ça, c'était à 9 ans, mais il faut savoir que moi, en fait, j'ai commencé le ski, la montagne, enfin, j'ai été vraiment très jeune en montagne. À partir de l'âge de mes 2 ans, j'ai été sur les skis. Du coup, en fait, J'ai toujours été passionné de ça. Et ma famille aussi, et c'est pour ça qu'en fait, à l'âge de 9 ans, on a décidé vraiment de franchir le pas en se disant, on va aller habiter à la montagne et voir comment c'est. Parce que ta famille a un rapport, je sais pas, pro avec la montagne ou... Ah non, pas du tout, c'était pour les vacances. C'était les vacances d'hiver, On y allait. Et moi, après, mon papa est écossais, du coup, je skiais en Écosse. Et après, Massif Central, Pyrénées, et au final, on a mis les pieds dans les Alpes. Mais du coup, tes parents, quand vous êtes allés dans les Alpes, ils travaillaient pas... Non, c'était vraiment pour les vacances. Et après, quand on a déménagé, ils ont bossé. Mais en fait, moi, mon papa, il faisait des allers-retours en Écosse. Et ma maman travaillait là-bas, du coup. Quand on connaît la suite de l'histoire, tu vois, je me dis, mais comment t'as pu être formé, tu vois, à faire tout ça aussi jeune et tout. Mais donc, t'es arrivé à 9 ans à Chamonix, tu faisais déjà du ski. Donc, t'as fait du ski en compète, du ski alpin jusqu'à tes 16 ans, on va dire. Donc, en gros, c'était ton sport principal, comme les autres font du foot en vallée, toi tu faisais du ski, quoi, donc plusieurs entraînements par semaine, j'imagine, et des compètes, quoi. Ouais, c'était vraiment tous les jours, entraînement matin et après-midi, et après compète, tout ça, et après j'ai décidé d'arrêter. Pour rester sur cette période-là, quand tu skis à Chamonix, pour ceux qui ne connaissent pas, Chamonix, c'est vraiment... un territoire très ancré freeride, alpinisme et pas plus que ça, ski alpin finalement, si je dis pas de conneries. Donc à ce moment-là, tu fais déjà du freeride, on va dire, ou... Ouais, je faisais du hors-piste quand j'habitais à Chamonix et beaucoup de montagnes, tout ça. Et en fait, un jour, je suis arrivé sur un tracé pour m'entraîner et au final, j'ai cassé mon ligament croisé, qui m'a coûté 1 an et demi de convalescence à pas faire de sport. Et c'est à partir de là où en fait j'étais déjà venu à Tignes et en fait on a déménagé à Tignes. Et après j'ai commencé vraiment la compétition dure avec les entraînements durs à partir de mes 13 ans où je suis m'entraîner tous les jours en ski, tout ça. Un peu plus loin du freeride, tu vois. Mais j'arrivais toujours à mettre les deux en place, tu vois. La semaine, c'était vraiment entraînement, tout ça, et le week-end, c'était plus plaisir. Dès qu'il y avait de la poudreuse, j'allais en poudreuse, je faisais du hors-piste, je faisais de la montagne, tout ça, et c'est vraiment comme ça que ça s'est déroulé, on va dire. Tignes, je crois savoir qu'en gros, c'est un endroit où on peut s'entraîner toute l'année, c'est ça ? Même en été. Alors en été un peu moins maintenant. Un peu moins, ouais. Ouais, il n'y a plus trop de glaciers là. En fait, avant, c'était vraiment un gros centre d'entraînement
S'il y avait du ski d'été, du ski de l'automne, mais durant les 5 dernières années, en fait, le réchauffement climatique a vraiment fait fondre la glace, et du coup, ça devient des fois dangereux de s'entraîner là-bas. Du coup, ils ferment le glacier pour pouvoir s'entraîner en ski, mais après, on peut toujours aller sur le glacier, c'est toujours fun. Après cette période-là, alors à 16 ans, tu fais ta première ascension du Mont Blanc, c'est ça ? Ouais. Donc pour les gens normaux, c'est déjà un certain accomplissement de faire le Mont Blanc. Ça peut être compliqué, il faut déjà avoir une certaine connaissance, de l'expérience, gérer la météo, l'acclimatation, etc. Ouais. Pour toi, à ce moment-là, c'était un événement, comment ça s'est passé cette ascension ? En fait, durant cette année, du coup, de mes 16 ans, quand j'étais dans le ski alpin, moi, mon coach, il m'a dit, c'est soit la montagne, soit le ski. J'avais choisi le ski alpin. Parce que il y avait plus de temps pour les entraînements, tout ça, et en fait au milieu de l'hiver je me suis vraiment retrouvé à questionner ce choix-là en me disant ça me manque beaucoup de faire de la montagne, les résultats à ski commençaient vraiment à baisser, même juste point de vue mental, c'est bête à dire mais je trouve que c'est important de le dire, c'est que je me sentais plus comme avant au niveau des entraînements, j'avais vraiment la tête ailleurs, et en plus j'étais spécialisé, on va dire, dans la vitesse, du coup tout ce qui est super G, de la descente, super G descente, et du coup fallait quand même être concentré, et au final sur cet hiver-là, j'avais appelé ma maman en lui disant il faut que je retourne à la montagne parce que ça me manquait trop. Ma maman disait que j'étais malade à l'école où j'étais pour pouvoir aller en montagne avec des guides que je connaissais qui me prenaient pas en photo, qui faisaient pas de publicité, on va dire là-dessus sur leur Instagram en disant aujourd'hui on est à tel endroit, tu vois, sur tout ça, où on pouvait juste un peu me voir parce que j'avais peur pour que mes coachs l'apprennent ou l'école l'apprenne. Du coup j'avais pas le droit de prendre de photos, et au milieu de l'hiver je suis arrivé avec l'objectif de skier le Mont Blanc, et quand j'ai parlé de ça ma famille m'a dit il n'y a pas de souci, par contre vu que tu as 16 ans tu vas prendre un guide pour aller au Mont Blanc, ce qui est normal parce que je voulais le skier, tout ça, et du coup c'est comme ça que c'est parti. Et en fait au refuge du Mont Blanc, moi j'ai appelé ma maman pour lui dire au final j'arrête le ski alpin au refuge, j'arrête, je vais devenir guide, c'était mon rêve, tout ça, alors que 3 heures avant j'étais avec elle et je confirmais que je faisais une 2e année de compétition en FIS pour pouvoir accéder à la Coupe d'Europe. Et c'est parti comme ça, en fait, vraiment de faire de la montagne. À ce moment-là, toi, t'étais en sport-études ou pas Moi, j'étais en fait à l'école à la maison, dû à mon problème de genou, qui est quand j'avais cassé le ligament. Vu que c'était un an de convalescence où je pouvais pas bouger dans les écoles, tout ça, mes parents avaient dit faut que tu choisisses l'école à la maison, c'est plus simple pour faire le kiné, la rééducation, tout ça. Et en fait j'ai continué vraiment jusqu'à que j'ai tout le temps, quoi. Je suis tout le temps continué depuis mes 10 ans, et c'est parti comme ça, mais j'étais pas en sport-études, j'étais dans une école, on va dire, qui nous mettait des profs à disposition parce que c'était durant l'année Covid, ma première année de FIS. Du coup j'avais des profs à disposition, j'avais mon coach, enfin c'était comme une structure, tu vois, enfin c'était un lycée presque, où t'avais tous les athlètes, tu vois, c'était un truc où il y avait tous les athlètes du monde entier qui venaient, pas tous les athlètes, mais tous les athlètes qui voulaient vraiment faire un bac ou continuer à skier en même temps. Et du coup j'étais venu dans cette structure-là, et cette structure-là nous a mis tout à disposition. Alors attends, parce que là on saute un petit peu, enfin il y a un truc là que j'ai en tête, c'est par rapport au fait de faire une ascension du Mont Blanc. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu fais déjà de l'alpinisme, en fait, j'ai l'impression que tu connais déjà tout ça. Comment tu t'es formé à tout ça ? Comment on apprend ça quand on est jeune ? Moi, un truc que je trouvais ça génial, j'ai toujours été formé avec des guides de haute montagne, parce que, et je pars du principe que tout le monde devrait être formé par des guides et pas apprendre sur le tas directement via YouTube, parce que un guide va te permettre, on va dire, de faire les bons gestes, et tu vas lui montrer que tu fais le bon geste pour avoir une confirmation en soi, tu vois. C'est comme si tu as un coach, tu veux prouver que tu es prêt pour cette course-là, ou tout. Et du coup, moi, c'était un peu ça, j'étais coaché par des guides
depuis jeune de pouvoir faire de la montagne. Là, je pense à un truc là par rapport au guide, parce que j'ai fait quelques séjours à Chamonix aussi il y a quelques temps, mais il me semble avoir entendu que finalement Mont-Blanc, Chamonix, tout ce glacier-là, ça faisait partie des territoires les plus hostiles au monde en montagne, et que finalement quand des guides de Chamonix en fait, ils pouvaient évoluer partout dans le monde parce qu'ils connaissaient déjà les choses les plus dangereuses, quoi. Est-ce que c'est vrai ça ou un guide français, ça dépend. On trouve des montagnes dangereuses partout. C'est pas Chamonix qui est l'endroit le plus dangereux. Il y a des routes, des itinéraires qui sont dangereux, très engagés, très techniques. On va trouver ça, mais on peut trouver ça partout, que ça soit en Amérique du Sud, que ça soit en Amérique du Nord, dans l'Himalaya, vraiment partout. Mais un truc qui est vachement bien, on va dire, c'est que les guides français, une fois que tu es diplômé, c'est comme un certificat où tu peux aller travailler presque partout dans le monde, comme les guides de tout le monde. Mais alors moi, de ce que j'ai ressenti, après, je sais pas si tout le monde pense ça ou pas, hein, je préfère pas me mettre dans ce sujet-là, mais il y a quand même un certain respect, je sais pas si ça se dit, tu vois, mais quand les guides français vont à l'étranger, il y a quand même, ils savent que le niveau est quand même très haut en France pour les guides, parce que c'est des années de formation, tout. Enfin, ce que j'avais en tête aussi, peut-être par rapport à Chamonix, c'est le fait d'évoluer sur un glacier avec toutes les contraintes de crevasses, etc. Peut-être que toutes les montagnes ne sont pas des glaciers et qu'à partir du moment où tu savais évoluer sur un glacier, c'était déjà un bon point de départ, quoi. Ça dépend vraiment du type de montagne que c'est. Il y a des glaciers partout. Après, il y a des montagnes où il n'y a pas du tout de glacier, où c'est vraiment du rocher pur jusqu'en haut, tout ça. Mais évoluer sur un glacier, ouais, c'est quand même particulièrement dangereux parce que des fois tu vois pas le pont de neige ou tout ça. Du coup, ouais, c'est un environnement où tu fais vraiment gaffe. Les clients pensent que le glacier c'est juste une petite marche tranquillement, mais au final c'est un des endroits qui peut être des fois très exposé et vont vouloir prendre une pause sur un glacier et le guide va dire non, faut qu'on avance, et des fois où le client va penser où c'est vraiment un endroit dangereux, où le guide va dire non, c'est là où on fait la pause, tu vois. C'est différent, et après chaque guide qui va vraiment décider quelle est la meilleure option pour son client et lui. Du coup, après le Mont Blanc, donc t'as fait d'autres ascensions dans les Alpes, et il y a un step, moi je trouve qu'il arrive très vite, c'est que tu vas faire un sommet au Népal à 7000 mètres. Donc là, entre les deux, tu vois, moi j'ai un peu l'impression de... Bon voilà, t'es dans ton jardin, tu prends le bus, tu vas prendre la voiture, tu vas faire le Mont Blanc, voilà, c'est une excursion assez locale, on va dire, assez simple, on va dire, sur le papier. Et comment, c'est quoi les étapes en fait? À quel moment tu te dis, je choisis ça, je vais là-bas au Népal, et j'imagine t'as monté une équipe, tu dois avoir des budgets derrière, enfin c'est quoi comment se passe ce projet, quoi? Le premier sommet de 7000, en fait, c'était, vu que j'avais fait beaucoup de sommets de 4000, j'étais rentré, tu vois, on va dire dans un petit cercle où on savait que lui il faisait ça, et en fait en parlant à des gens, parce que c'est vraiment ça que j'adore dans la montagne, c'est que tu peux rencontrer n'importe qui, n'importe où. Moi j'avais rencontré un gars, on commence à parler au refuge, tout ça, il me dit on fait une expé, tac tac tac, et je parle, et au final il me dit c'est ce septembre, et moi j'avais déjà l'objectif dans ma tête d'aller, c'était pas en Himalaya, mais c'était d'aller en Amérique du Sud, gravir un sommet là-bas, pour essayer, voir comment mon corps s'acclimatait, comment ça allait se passer, tout ça, et j'ai toujours voulu aller à l'étranger pour l'alpinisme. Je trouvais les montagnes super, tout ça, et je voulais aussi voir comment le corps allait réagir vraiment, hein. C'est pour ça aussi qu'on va aussi loin grimper. Mais c'est parti comme ça, et c'est parti d'une idée, j'en ai parlé à ma famille était d'accord, et en fait, je suis parti comme ça, vraiment sur ce truc, en disant je vais tenter un 6000 et un 7000. Faut savoir que sur les expéditions de 6000 et 7000, c'est pas le même budget qu'aller à 8000, hein. Aller à 8000, c'est des dizaines de milliers de dollars qui sont investis pour partir à 8000, et un 6000 et un 7000, ça dépend vraiment desquels on parle. Mais moi ça allait au niveau tout du matériel, tout ça. Je me suis dit j'y vais, et je vois j'avais les économies, et je me suis dit je tente, et voilà.
Mes parents m'ont laissé aller et je les remercie parce qu'au final, ça m'a mis dans ces 8000 maintenant. Donc, en fait, cette expédition-là, c'est, en termes de budget, en tout cas, c'est une sorte de gros voyage, quoi. Mais il n'y avait pas de... T'avais pas trop encore l'aspect entrepreneurial, business autour de l'expédition, quoi. Et moi, je me sentais mal de demander de l'argent à des gens, alors que je me sentais pas... Il y avait un peu un truc de syndrome, tu vois, d'imposteur, quoi. Tu vas, t'as 17 ans, t'es comme ça, tout ça. Au final, c'est vraiment une expédition qui te prouve aussi que t'es capable, hein. Parce que moi, c'était la première fois que j'y allais au Népal. C'était la première fois que j'allais aussi loin, tout seul. Parce que moi, quand je faisais du ski, je voyageais, mais en Europe, tu vois. Mais je prenais pas l'avion pendant 10 heures pour atterrir sur un autre pays où ils parlaient que anglais. J'avais les bases, hein, je pouvais parler et tout ça, mais tout ce qui était écriture, moi je suis dyslexique de base. Du coup déjà le français, t'imagines pas, c'est le bordel. Et en fait, c'est parti comme ça, et j'ai appris l'anglais vraiment, j'ai pas appris, mais j'ai perfectionnisé mon anglais sur ce voyage-là, et sur tous les autres voyages. Et tout ce qu'il y a à côté, et en fait là-bas, moi je suis tombé amoureux de ce pays. Je parlais à des Sherpas, je leur ai dit, est-ce que tu penses que je peux aller à 8000 ? Tout ça, ils m'ont dit que oui. Je suis rentré, j'ai dit à ma famille je vais faire un 8000 et c'est parti comme ça le Lhotse. Sur ces 7000 et même de manière générale, tu vois là tu parlais du fait que tu voulais voir comment réagissait ton corps. On parle de quoi ? C'est quoi les limites qu'on peut avoir ou que tu as ressenti, ou c'est quoi les facteurs que tu as observés ? Quand une personne va aller par exemple sur un 6000 ou un 7000, il va vraiment sentir un palier. Si le camp de base est au-dessus de 5000 mètres, sur certaines personnes, ils vont sentir déjà un premier palier à 5000 mètres où ils vont voir que la respiration va être beaucoup plus difficile, où ton cœur va être vachement plus haut que d'habitude. Tu vas voir ta saturation qui est très basse. Saturation en oxygène. Ouais, tu vas vraiment sentir vraiment ce truc. Et après, pendant 2-3 jours, tu vas rester au même niveau que le premier jour. Et en fait, ça va être l'acclimatation. Et après, ton corps va créer des globules rouges. Et tu vas te sentir vachement mieux, tu vas pouvoir faire un peu plus d'efforts, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'une expédition, en fait, même sur un 6000 ou un 7000, ça dure 21 jours. Parce que c'est pas comme dans les Alpes où tu peux partir le matin, aller faire un Mont Blanc et revenir à la ville. Là-bas, c'est totalement différent, il y a une marge d'approche parce que faut faire l'acclimatation tout doucement, tout ça. Et une fois qu'on est acclimaté, on va pouvoir monter. Et le deuxième palier va arriver à peu près à 6000 mètres, où là, on va sentir qu'il y a vraiment un peu moins d'oxygène. Où là tu vas sentir ton corps vraiment ralentir sur le long. Tu vas être beaucoup plus essoufflé, beaucoup plus fatigué. Le sommeil va prendre un coup directement. Et sur certaines personnes, ce qui va arriver, ça va être la perte d'appétit. Pas envie de boire, pas envie de manger, tout ça. Et ça va être vraiment au deuxième palier où tu vas vraiment le sentir. Et après, sur le 7000 mètres, tu vas vraiment sentir un palier où là tu te dis ah ouais je suis haut. C'est le palier de tu commences à comprendre. Sachant que les gens normaux ont déjà compris bien avant que t'es déjà en altitude. Ouais c'est ça, et là tu réalises que en fait c'est faire un sprint dans une paille. Tu souffles dans une paille et en fait c'est l'air que tu respires. Voilà. C'est ça la sensation pour toi ? C'est un peu ce qu'on peut s'imaginer, quoi ? Moi j'ai cette sensation un peu plus haut. Du coup à 7600 mètres, là je vais vraiment commencer à ralentir, à faire que mon corps va ralentir vraiment. Ça dépend vraiment des personnes. Moi j'ai pas la perte d'appétit. Ça c'est vraiment dans les derniers camps, mais je pense que c'est plus l'excitation du truc aussi. Le sommeil pour l'instant ça passe bien. Je touche du bois, j'espère qu'il va rester comme ça, mais je sens vraiment que mon corps, ça va être beaucoup plus dur, tu vois, à marcher, tu vois. C'est comme toi, quand t'enchaînes des longues sorties vélo, t'as l'impression, tu vois, tes jambes, elles sont des briques, tu vois. Je sais pas si t'as déjà, je pense que t'as déjà eu ça. Je pense que tes sensations sont beaucoup plus extrêmes que... c'est extrême, mais tu sais, tu ressens cette douleur de cuisse où tu te dis ah ouais c'est dur là, tu pousses, et en fait t'as cette même sensation mais au final dans tout le corps. Tu vois, le moindre petit mouvement de je vais chercher ma bouteille, j'ai envie de me lever, tu peux pas te lever si vite, tout ça. Parce que là je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'effectivement quand t'as les jambes dures, etc., c'est que t'as une grosse production de lactate qui est engendrée par un manque d'oxygène. En fait, c'est que ton niveau d'activité est trop élevé par rapport à l'oxygène qui rentre dans ton organisme, quoi. Donc toi, en fait, vu qu'il y a très peu d'oxygène,
En fait, la moindre activité doit générer du lactate, quoi, et te gêner, quoi, te paralyser. Et tu le vois vraiment hein, dans les pas. Tu vois, comme tu dis, c'est le lactate qui tape, et en fait, dans les pas, tu sens que tu lèves la jambe, tu te dis « Ah ouais !» Et au final, t'avances et tu fais peut-être 10 pas, tu prends une pause pour bien respirer, et après, tu continues, et 10 pas, et 10 pas, et 10 pas. Et toi, t'habites en altitude de base ? Ouais, maintenant, Alors, ça va paraître que le gars est trop dans ses expéditions, mais Tignes, c'est mon camp de base. Là, du coup, moi, j'habite à 2100 mètres d'altitude. Du coup, ça permet d'avoir des globules rouges toute l'année. Pas des globules rouges qui vont m'aider sur un 8000, hein, parce que 8000, c'est bien trop haut. Mais ça va m'aider au moins d'arriver au camp de base, on va dire, un peu plus frais qu'une personne qui habite à zéro, quoi. T'as déjà passé le premier palier, peut-être, on va dire, quoi. Je crois que quand on dit que des athlètes de haut niveau, équipe de France et tout, vont s'entraîner en altitude, on parle de ces altitudes-là. Je crois que Font-Romeu, c'est 1800, 1900 mètres, et ils dorment à 2002, quelque chose comme ça. Donc c'est déjà, pour des sportifs de haut niveau, c'est de l'altitude qui permet de produire beaucoup d'hémoglobine et de globules rouges. Ouais, en plus, ça aide sur la récupération, tu vois, pour les athlètes de haut niveau, quand ils vont sur une course, s'ils ont déjà fait un camp d'altitude, ils savent que leur récupération va être beaucoup plus vite parce qu'il y a plus de globules rouges qui vont transporter l'oxygène dans les muscles, tout ça. On était sur le 7000 et en fait, pas longtemps après, t'as fait ton premier 8000. Enfin, c'était quoi, t'es rentré, t'es reparti ou... Ouais, non, du coup, j'étais allé en 2021, en octobre 2021, novembre-octobre 2021. 17 ans. Ouais, et en fait, quand j'ai décidé de lancer le projet de mon premier 8000, je suis parti du principe, et je suis toujours sur ce même principe, que mes parents n'investissent pas d'argent sur ce 8000, sur les 8000 que je fais, parce que on rentre dans la zone de la mort, tu te mets quand même dans des situations où des fois c'est pas nous qui décidons, mais il peut y avoir des séracs qui nous tombent dessus, tout ça. Et du coup j'avais décidé, je l'ai toujours, c'est d'investir moi en fait, que au cas où s'il se passe quelque chose, mes parents se disent pas ouais c'est nous qui l'avons envoyé là-bas, tu vois. Ça fait très pensée noire, mais j'ai toujours pensé comme ça, et du coup sur l'hiver 2022-2023 j'ai eu l'héritage de mon grand-père, et du coup j'avais dit ok, je mets tout dedans. J'avais fait un all-in en me disant, enfin pas un all-in, mais j'avais laissé un peu d'argent de côté pour passer le permis, tout ça, et ça on y reviendra après. J'avais mis beaucoup, et j'avais pas assez, on va dire, d'argent sur l'équipement, sur les primes, tout ça. Et du coup j'ai travaillé tous les samedis et tous les dimanches à faire des apparts pour payer, on va dire, mon 8000, enfin l'équipement, tout ça, et je suis parti comme ça. J'ai fait mon premier 8000, et en fait au sommet je me sentais bien physiquement et mentalement. Je regardais mon Sherpa Ramesh, je lui dis tu penses que c'est possible d'en faire un deuxième? Il me fait ouais t'es bien. Il me fait moi je suis bien, tout ça. On redescend au camp de base, je fais le tour de tous les camps de base pour regarder qui avait le meilleur prix au niveau de logistique, parce qu'en fait quand on est déjà acclimaté à un 8000, ça va coûter beaucoup moins cher pour un deuxième. J'étais parti de ce principe-là, et au final j'ai trouvé une agence qui m'accompagnait. Et là, tout l'argent, vraiment, j'avais plus rien là, j'avais pris l'argent du permis, du parapente, tout ça, en me disant all-in et on voit ce qui se passe. Je fais mon deuxième, 9 jours après, et en fait, je rentre à Katmandou, et je pense à ce que je viens de vivre pendant 2 mois, tu vois, c'est long 2 mois, t'as des doutes pendant 2 mois, tout ça, et en fait j'ai réalisé que moi j'adorais ça. Et je me suis dit, je veux continuer. Tu vois, c'est comme toi, peut-être que quand tu t'es mis au triathlon, t'as fait peut-être un petit pour te tester, tu vois, et de dire, en fait, je veux faire que ça, tu vois. Ouais, t'as ressenti de la passion, quoi. Ouais, vraiment une passion, mais j'avais déjà cette passion pour la montagne, tu vois, mais j'ai vraiment ressenti cette passion à cette altitude. J'adorais être là-haut, de voir ces montagnes où tu te dis, en fait... on est peut-être que 500 personnes à avoir marché là.
Alors, attends, j'ai deux questions. Est-ce que tu peux nous dire un peu, quand tu parles par exemple, de financement, c'est quoi les gros pôles que tu dois payer pour faire un 8000, par exemple? Bah, pour faire un 8000, par exemple, faut déjà payer un agent. Du coup, ce qu'on appelle une agence locale. Cette agence locale va s'occuper de tout, en fait. Toi, t'arrives, tu sors de l'avion, ils te récupèrent, ils te font signer tes papiers, ils te font signer tous les documents que tu as besoin pour faire le permis, tout ça. Et du coup, j'avais pris une agence, et cette agence s'est occupée de me trouver un Sherpa, de faire la logistique au camp de base, parce qu'il y a 2 mois de nourriture à faire venir, tout ça, de faire payer les permis, tout ça. Et du coup, c'est parti comme ça, et sur chaque 8000, toutes les personnes qui veulent faire un 6000, un 7000, un 8000 sont obligées de passer par une agence népalaise. Des fois, y a des agences françaises qui sont en discussion avec une agence népalaise et qui disent on va emmener tant de clients sur ce sommet-là, donc il nous faut tout préparer, et du coup c'est là-bas. Mais on est quand même obligé, on peut pas juste se pointer sortant de l'avion en disant je vais gravir ça comme ça. Tu veux dire que c'est un truc légal, que c'est des agences népalaises qui doivent gérer tout ça? C'est obligatoire en fait. Et du coup, après ces 2 premiers sommets à 8000, donc en fait, juste si on parle un peu du sportif et du physiologique, ces 2 premiers 8000 ou ce premier 8000, t'as kiffé quoi? T'as pas eu de soucis ou... Ah ouais, moi j'ai kiffé. J'ai adoré. Oh, on va pas se mentir. T'as pas ressenti de difficultés particulières par rapport à ce que t'avais fait avant, quoi? Bah, il y a toujours des difficultés, mais c'était des difficultés, on va dire, gérables. Pas de grosses difficultés, tu vois. Parce que là, je me méfie, parce que pour moi, tu vois, les gens les plus gros guerriers dans ce monde, c'est les skippers, les navigateurs et les mecs qui font de la montagne, parce que t'es dans des situations où en fait tu dois survivre, quoi. Donc tu peux avoir des situations assez extrêmes et rien n'est grave finalement. Donc quand tu dis qu'il y a des petites difficultés, à quoi tu penses? Ouais, c'est vrai. Alors sincèrement, il n'y a pas eu de gros trucs, tu vois, mais pour moi le plus difficile c'était le sommeil, la nourriture bien sûr, parce que ton organisme n'est pas habitué à fonctionner avec ce type de nourriture. Un gros point, moi je buvais beaucoup d'eau avant, et ça a été pas un problème, mais tu vois, ça a été une difficulté supplémentaire, parce que chaque bouteille d'eau que tu montais, enfin chaque bouteille que tu faisais fondre de la neige, fallait que tu la montes, et du coup c'était du poids en plus. Du coup ça, pour moi, c'était difficile. Et après, il n'y a pas eu de grandes difficultés où tu vois des gros incidents, tout ça, avec des grosses avalanches, tout ça c'est dans les prochaines expés. C'est des difficultés gérables. Du coup, j'ai kiffé. Et donc l'expédition, c'est toi et du coup un guide, un Sherpa. Ouais, un Sherpa, ouais. On est que 2. Ok. Dans les documentaires que je regarde, j'ai toujours l'impression qu'il y a des cordées où t'as limite, je sais pas, 10 personnes ou quoi. Toi, tu vas être en binôme avec ton Sherpa. Tu vois, moi, au Lhotse, j'avais Ramesh qui était avec moi sur les sommets, enfin sur le sommet du Lhotse, tout ça. Après, t'as une équipe qui est avec toi, du coup, tu vois, l'expé, elle va pas faire... Faut penser aussi, tu vois, point de vue business, on en revient encore à là, côté ça, mais la logistique va pas se faire autour d'une personne, à part si la personne paye beaucoup d'argent. Mais du coup, t'as d'autres personnes comme moi, tu vois, nous on était une dizaine, pour l'Everest et pour le tu sais, parce que c'est 2 montagnes à côté, et du coup, t'es avec ton équipe, mais t'es en binôme avec ton Sherpa. Okay. Tu vois, mais t'as d'autres clients qui sont comme toi. Et tu mutualises certains trucs, quoi, dans l'équipement. Les tentes, tu vois, tout le monde partage tout ça. Après, ça dépend. Il y a aussi beaucoup d'incidents où il y a que le Sherpa qui porte, et moi je refuse de fonctionner comme ça. En gros, la suite de l'histoire, c'est que t'as kiffé et tu t'es fixé comme objectif, comme rêve, de faire tes 14 sommets. Ah, ça, c'est arrivé dans l'avion, hein. Ouais, en suivant, quoi. Ouais, je suis arrivé dans l'avion, j'ai fait... je veux faire les 14, et voilà. Et l'objectif, c'était quoi? Tu t'es fixé une limite de base, non? Ouais, au début, c'était 3 ans. Après, c'est descendu à 2 ans. Tout ça dans l'avion, hein. C'est descendu à 2 ans, et après, c'est descendu à 18 mois. Alors, 18 mois, pourquoi? Parce que j'avais moins de 18 ans, et c'était mon rêve de faire un 8000 avant les 18 ans. Et du coup, je me suis fixé, pour faire les 14, moins de 18 mois. Et j'ai eu des problèmes administratifs qui m'ont pas permis de faire les 14 en moins de 18 mois, quoi. Donc là, actuellement, t'en es à 13, il me semble. Ouais.
Il t'en manque un. Ouais. Est-ce que tu as eu des difficultés pour organiser cette dernière expédition ou c'est comme ça, c'est le calendrier ou est-ce que tu peux nous en parler? En fait, l'année dernière, on était dans une bonne lancée avec mon équipe et moi. Et du coup, on avait réalisé 10 sommets de plus de 8000, dont les 5 au Pakistan en moins de 26 jours, sans utiliser d'hélicoptère. Du coup, on courait entre les camps de base. Et on est arrivé sur la dernière phase, du coup la phase 3, où la phase 3, ils avaient accepté mon permis, les gens qui s'occupent du permis pour les montagnes Chuyu et Shishapangma. Et du coup, je devais y aller, et après j'ai eu un problème administratif qui m'a pas permis de rentrer pour les 2 derniers. Du coup, je suis parti du Népal, en rentrant, on va dire, en France, comme ça, en me disant, c'est pas grave, hein, on va retenter l'année prochaine. Et printemps 2024, je devais repartir du coup pour ces 2 dernières montagnes, le Choyu et le Shishapangma, et on a eu encore une réponse en nous disant c'est pas possible cette année pour rentrer pour les 2 montagnes. Et du coup, à la place de faire comme l'année dernière et de faire comme les autres qui étaient sur l'expédition avec moi en me disant on rentre et on reviendra à l'automne, je me suis dit pourquoi pas ouvrir une route sur le Choyu. Et du coup, cette année, là, on vient d'ouvrir une nouvelle voie sur le Choyu pour pouvoir gravir au cas où si les gens ils ont les mêmes problèmes que moi, quoi. Du coup, t'as ouvert une voie, ce qui est un peu... je sais pas, c'est un truc d'experts, non? Enfin, de gens très expérimentés. C'est un peu un Graal, non? D'ouvrir une voie sur une montagne, surtout sur un 8000, non? Ouais, c'est vraiment... c'est un Graal, hein. C'est énorme. Surtout, moi, j'ai regardé cette route. Ça fait 3 ans que je la regarde quand ils essayent de l'ouvrir. À chaque fois, ils n'arrivaient pas à l'ouvrir. Et du coup, tu te dis, est-ce que c'est possible à la fin, hein? Tu te poses vraiment des questions quand c'est vraiment des gros alpinistes qui y vont avec beaucoup d'équipes. Tout ça, une dizaine de Sherpas, tout ça, qui n'arrivaient pas à ouvrir cette route. Pour moi, j'ai toujours voulu en fait ouvrir une route sur un sommet. Pour moi, c'était un objectif. Je pensais pas que ça allait arriver si tôt, sincèrement. Je pensais dans quelques années plus loin, où j'avais plus d'expérience, tout ça. Mais j'ai toujours rêvé de ça. Et là, en fait, cette année, je me suis dit, mais c'est maintenant qu'il faut que j'essaye. Parce que c'est le moment où j'avais du temps, où j'avais pas de 8000 qui étaient là. J'avais le budget pour ouvrir et du coup j'étais je mets tout et je vois encore ce qui se passe, je fais encore un all-in, mais en fait ma vie je crois c'est du poker. Et comment ça se passe pour ouvrir une voie? C'est quoi les étapes? C'est quoi les étapes en fait entre le moment où tu regardes la montagne sur ton ordi, sur la carte, et le moment où tu es en haut, quoi? Moi, cet objectif, c'était dans le long terme, tu vois. Du coup, je regardais la map, je savais que je voulais passer par là, tac, tac, tac. Et en fait, moi, la décision de construire l'équipe, de faire ce projet, toute la logistique, tout ça, elle a été prête en 3 jours après ma décision. D'habitude, c'est un projet comme ça, d'ouvrir une voie, ça se met des mois à l'avance. Tout doit être absolument parfait. C'est ouvrir une voie et tu te dis c'est quand même chaud, quoi. Et du coup moi ça a été préparé assez vite. Je savais quelle personne de mon équipe je voulais que ça aille, tout ça, et l'avantage c'est que l'agence de logistique avec qui je bosse, elle est très rapide en fait. Tu vois, ils savent faire ça, c'est pas la première fois. Ils ont fait le record en 3 mois des 14 sommets, tout ça. Du coup, ils connaissent vraiment tout l'aspect logistique, tout. Et du coup, c'est vraiment un cadre. Et du coup, j'ai monté avec eux, c'était plus simple sur toute la logistique, mais c'est un gros travail. Toi, par rapport à l'aspect exploration, on va dire, enfin, en tout cas pionnier, t'as ta carte, donc ça veut dire qu'avant, tu repères exactement là où tu vas passer. Ouais, tu regardes sur Google Earth. Tu zoomes en mode 3D. C'est vrai ou... Ah non, c'est vrai. Ok. Non, je suis vraiment sur la carte comme ça, en train de regarder. Je regarde tous les itinéraires possibles. Et après, on voit sur place. De toute façon, sur la carte et sur place, c'est tout le temps différent. Donc en gros, t'estimes un petit peu le temps qu'il va te falloir, le matos qu'il va te falloir et... Tu fais une estimation de tout. Mais cette estimation, elle est toujours fausse en fait, parce que tu sais pas comment ça va passer. Peut-être qu'il y a une crevasse que tu vas devoir contourner, peut-être faire des zigzags dans tous les sens durant la face. Du coup, tu
tu pars quand même avec une peur aussi que tu manques de matériel. Tu vois, moi ça m'est arrivé au Choyu, au Choyu, on avait pris 5000 mètres de cordes, du coup ça fait quand même beaucoup de cordes, tu vois. Au final, sur le dernier sommet, la dernière tentative où on a réussi, on a utilisé 7000 mètres de cordes à poser, et sur les 200 derniers mètres, on n'avait plus assez de cordes pour le sommet. T'essayes de faire ton estimation, mais tu peux pas vraiment. À part si c'est une montagne qui est déjà faite où l'équipe te dit faut tant de cordes, et nous c'est ce qu'on avait fait, on a été voir l'équipe et ils nous ont dit 5000 mètres de cordes c'est plus qu'assez. Et au final t'utilises presque la moitié de 5000 quoi, 2000 mètres de plus quoi. Pour quelles raisons les autres expéditions elles avaient échoué avant? Par manque de conditions climatiques déjà. Il n'y avait pas les fenêtres météo qui étaient assez grandes, il y avait énormément de vent. Il le disait, il le faisait à chaque fois dans une période qui était soit l'automne, soit l'hiver. Et moi, je suis parti de l'idée totalement différente où quand ça fait 5 ans qu'ils essayent en automne et en hiver, tu te dis, ça marche pas à un moment. Du coup, j'ai tenté au printemps et c'est comme ça. Et ça a marché parce que on avait les conditions, c'était à côté de l'Everest. Du coup, tu savais que les fenêtres de l'Everest, c'était un peu plus proche du Choyu parce que tu te disais, il y avait plus de chances que la météo se ressemble, quoi. Après, le Choyu est très dur à lire sur la route que nous on a mis, c'est que la météo elle est souvent très mauvaise. On avait 2 météorologues, les 2 météorologues ils avaient faux. Et du coup t'es là, t'es en train de peser le pour et le contre, et beaucoup de personnes décident aussi d'abandonner. Mais moi j'avais confiance en mon équipe et ils avaient confiance en mes décisions. Du coup t'es là, t'essayes de prendre la meilleure décision et tu vois ce qui se passe. Mais si t'as confiance en toi, t'as confiance en ton équipe, pourquoi ça passe pas? C'est quoi ta relation à ça par rapport au risque pour toi et pour l'équipe? Est-ce que c'est un truc, c'est un poids? Est-ce que, parce que pour les gens qui ne font pas d'alpinisme, c'est pas des situations qu'on rencontre tous les jours quand même, d'avoir des décisions de vie ou de mort en fait entre les mains quand tu fais ton activité, quoi. Alors moi j'essaye vraiment déjà de parler à l'équipe. De savoir comment ils le sentent. Ça pour moi c'est très important, je l'ai toujours fait sur toutes les montagnes. Après moi je fais 3 décisions toutes les 3 heures en montagne. Du coup je vais checker la météo toutes les 3 heures pour voir si on peut continuer. Je vais checker les conditions de la montagne pour voir si on peut continuer, si la météo elle est pareille que sur la montagne comme ils le disent. Et après je vais checker les conditions de mon équipe, comment ils se sentent, comment ils sentent la montagne, tout ça. Et après je vais checker moi. Et après on va vraiment essayer de prendre, je vais essayer de prendre la meilleure décision. Par rapport au risque, pour moi, je pars du principe en fait où on peut avoir un accident tout le temps. C'est que on peut traverser la route et se faire percuter. On peut avoir un accident très grave sans le vouloir, même si on fait pas des choses dangereuses, tout ça. Et du coup moi j'ai préféré en me disant c'est ma passion. On prend des risques pour sa passion, mais je vais jamais essayer de dépasser. Moi c'est comme si j'ai une ligne imaginaire, tu vois. Je pense que j'ai une ligne imaginaire et que si je passe ce certain stade, je vais faire demi-tour. La montagne sera toujours là et je vais essayer vraiment de prendre le moins de risques possible. T'es pas une tête brûlée, on va dire, parce que moi ça me paraît normal dans cet environnement-là, dans ce milieu-là de la montagne, mais en soi sur le papier, tu vois, ça peut paraître, quand on te connaît pas, quand on te parle pas, on peut se dire ce gars-là il est pressé en fait parce que il veut faire 14 sommets à 8000 hyper jeune et tout, comme si t'essayais d'aller le plus vite possible, etc. Mais en fait pas du tout, quoi. Tout ça c'est juste que t'as mis c'est ton projet de vie, quoi, en fait, quoi, et que tu mets tout dedans, donc forcément tu passes des stades très vite, quoi. Mais ça reste des décisions sages, on va dire, une fois que t'es dedans, quoi. Ouais, pour moi, c'est quand même important de rentrer après l'expédition. Tu vois, si j'étais tête brûlée, ça ferait belle lurette que je ferais plus de montagne. Pour moi, il faut avoir peur en montagne, tu vois. Pour moi, la peur, c'est une force. C'est si t'as pas peur, faut pas aller en montagne. Moi, je sais que le jour où j'aurai plus peur, c'est le moment où j'arrête la montagne. Parce que je sais que ça deviendra un milieu trop dangereux pour moi. Parce que c'est vrai, les gens qui pensent qu'ils sont invincibles, tu vois, c'est là où les accidents ils arrivent. Et cet esprit de ta vision du risque, toi, en fait c'est quelque chose qui est partagé aussi par les gens de ton équipe. Tout le monde a un peu la même vision, du coup vous êtes alignés en fait dans votre vision des choses, quoi. Et c'est ça. Et après
comme je sais pas si on est venu sur ce point-là que tu disais, mais c'est un poids aussi, tu vois, d'avoir à prendre les décisions, hein. Moi, c'était la première fois où j'étais en autonomie seul en tant que vrai leader, tu vois. J'avais 6 personnes avec moi, où c'est moi qui prenais les décisions. Du coup, c'est quand même un poids, tu vois, de te dire est-ce que j'ai fait la bonne décision, est-ce que ça serait pas mieux de faire demi-tour, tout ça. Tu penses, ça te travaille. Et moi, tu vois, sur l'expédition du Choyu, je dormais pas beaucoup, très peu. J'avais tout le temps la radio allumée à côté de moi au cas où s'il se passait un truc. Tu réfléchis différemment et t'agis différemment aussi. C'est pas comme si tu montes juste, tu vois. T'as ressenti la pression de ce management hyper particulier quand même. Ouais, c'est un management qui est très particulier. T'es tout le temps sur la météo ou sur la radio en disant ok, bon, là demain on va peut-être tenter tout ça. Mais moi, j'ai adoré. C'est mon but de pouvoir emmener plus de monde, tu vois, à 8000. C'est un but aussi. Moi, j'ai eu des guides qui ont été passionnés de me transmettre leur passion. Et plus tard, moi, je veux devenir guide. Du coup, je veux transmettre ma passion à d'autres gens. Et il faut être capable de se prendre de ce genre de décision. Et pour rester dans le concret, c'est quoi ton meilleur et ton pire souvenir en montagne, peut-être sur ces 13 sommets, par exemple? Moi, ça m'intéresse parce que, en fait, là, on parle de choses, franchement, pour le commun des mortels, qui sont des choses très compliquées, en vrai. Gravir un 8000 sur plein de points différents, et t'en parles de manière assez normale, légère. Mais moi, ça m'intéresse d'avoir un peu ce truc-là, d'avoir ton pire et ton meilleur souvenir, pour avoir un peu un exemple du genre de situations qui peuvent se passer dans un environnement hyper hostile comme ça, quoi. Mon meilleur souvenir, c'était au sommet du Lhotse, premier 8000. Je crois sincèrement, tu me donnes un permis demain, je vais le gravir, tu vois, sincèrement. Sur ce meilleur souvenir, pourquoi ? Qu'est-ce que t'as ressenti ? Parce que je pense que beaucoup de gens me disaient que c'était impossible à faire un 8000 avant les 18 ans, tu vois. T'es là, t'es jeune, tu te dis tout ça, et tu vois, en marchant au camp de base, moi je disais pas mon âge, hein. Je disais pas mon âge par peur que les gens se disent ouais, non, mais lui il va abandonner au camp 2. Et du coup t'as ce sentiment de fierté qui rentre en jeu. Tu sais, d'avoir réussi un 8000, t'as 17 ans, t'es là, waouh. Tu te sens sur un nuage, hein, tu vois l'horizon qui est comme ça, t'es là, waouh. Et le seul qui est plus haut que toi, c'est l'Everest. T'es là, waouh, ouais, c'est quand même pas mal. Et je pense que le pire souvenir, ça a été à la montée du K2, de l'Everest. Ça c'est K2, c'est une autre histoire. Mais à la montée de l'Everest, on est monté et on a eu en fait quelqu'un qui était en perdition. Je remets en contexte, c'est que on était au camp 4, au sommet, au camp 4, c'est au col sud. Il y avait énormément de vent au point où la tente se pliait sur nous, où toutes les expéditions elles abandonnaient le sommet, là, elles redescendaient. Et nous on s'est dit demain il fait beau, le soleil va se lever à telle heure, du coup si on part à telle heure on va être dans ce couloir, et au-dessus dès qu'on va être... parce que le couloir était comme ça et le vent il venait comme ça, et en fait on montait dans le couloir, du coup on était protégé, et quand on est arrivé au balcon, c'est là où on allait être exposé au vent. Au balcon le soleil s'est levé, du coup tout se passait bien, et en fait en haut on voit une personne qui est qui avance doucement, tout ça, on se dit waouh, elle est partie tôt d'être là déjà là-haut. Et en fait on monte plus haut et on entend à la radio en disant qu'il y a une personne qui est qui part. On arrive à elle et elle a plus de gants, elle a plus d'oxygène, tout ça, enfin il a plus de gants, il a plus d'oxygène, et du coup t'es là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Du coup nous, le temps que... comment ça se passe dans les secours, parce qu'on était à 8600 mètres d'altitude, c'est le plus haut secours qui a été réalisé, je crois. Je te fais une petite pause là, mais tu dis il a plus d'oxygène, il a plus de gants, donc ça veut dire que concrètement il doit avoir ses mains gelées. Ouais, il a ses mains gelées, le nez gelé et tout ça. Mais gelé, c'est-à-dire des engelures, et il va peut-être certainement perdre ses mains, quoi. Ouais, engelure, dernier stade. Ouais.
et plus d'oxygène, c'est-à-dire qu'il devait suffoquer, quoi. Oh, bah, il avait plus d'oxygène, il avait plus le masque. Et il était sans oxygène, tout ça. Et en fait, faut savoir qu'un 8000 à cette altitude-là, un sauvetage, à cette altitude-là, il faut énormément de temps de préparation. Et il faut être prêt à le faire et il faut être au courant. Et nous, on n'était pas au courant personne n'était au courant. Du coup, on arrive à ce point-là. On avait 2 Sherpas qui étaient avec nous, mais qui n'étaient pas avec en binôme, tu vois, qui voulaient juste faire le sommet, du coup ils nous accompagnaient. Et en fait, ces 2 Sherpas-là, ils ont dit, nous on abandonne le sommet, parce que c'était la décision de groupe, tout le monde a dit, tu vois, eux ils sont sautés en disant, nous on fait pas le sommet, on va le préparer, parce qu'on peut pas être autour de 10, autour de 6 personnes à essayer d'aider, on allait se marcher sur les pieds. Du coup, ces 2 Sherpas, ils restent là, ils mettent de l'oxygène, tout ça, on le prépare pour la descente. Nous, on va au sommet de l'Everest, parce que sinon, on allait rester à avoir froid. On fait le sommet de l'Everest, on fait la photo, mais tout le monde est là, on fait le sommet de la photo, tu vois, mais tu te dis, au cas où, tu sais pas ce qui se passe. Du coup, on redescend le plus vite possible, parce qu'on est monté, tu vois, c'était à 30 minutes du sommet. Du coup, c'était pile poil le temps de faire l'aller-retour et de revenir, le temps qu'ils mettent tout en place pour le redescendre. Ce qu'on a fait, on est allé au sommet, on est redescendu directement, et là on a commencé vraiment la descente avec lui, où il était en état de conscience, tout ça. Du coup c'est ultra rassurant, tu te dis, c'est génial. On descend au camp 4, on l'amène au camp 4, après au camp 2, et au final ce gars-là a survécu à ça. Et tu te dis, c'est un bon souvenir en soi, parce que tu sauves, ton équipe sauve une vie d'une personne, tu vois. Nous, on l'avait aidé en donnant des gants, des trucs comme ça, en essayant de le réchauffer, tu vois. Et après, ton équipe et toi, tu le descends jusqu'au camp 2 et il survit. Et du coup, c'est un bon souvenir, mais comme un mauvais, parce que ça te rappelle les choses qu'il peut y avoir à 8000, quoi. Mais pas sûr de mettre ça dans... Je suis vraiment pas sûr que tu devrais le mettre... Tu me diras, moi je trouve ça intéressant, parce que mine de rien, tu vois, parce que là on parle de choses où tout va bien, tu fais 14 sommets, ça rigole pas, quoi. Tu vois, c'est un environnement très particulier, et je trouve ça bien aussi de parler des dangers de la montagne, quoi. Ouais, après, si tu veux, il y a plus de dangers dans les prochaines expéditions. Après, si tu veux des exemples, tu vois, au Manaslu, moi je suis passé à je crois que c'était 50 mètres ou 30 mètres d'une avalanche. Un sérail qui est tombé sur nous est passé à 50 mètres et il y a eu des secours à faire, et là on s'est mis en mode secours, quoi. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui arrivent à 8000. Après, faut être conscient des risques et faut toujours savoir dire non, en fait. Beaucoup de personnes sont prêts à aller jusqu'au bout du bout, et en fait c'est pas bon. C'est des personnes qui se mettent en danger, et que si on doit les secourir, on va mettre d'autres personnes en danger, parce que un secours à 8000, faut au minimum 5-6 personnes qui soient là, tu vois, pour une personne. Ok. J'ai pas choisi le sport le plus facile, hein. C'est ça qui est passionnant aussi, hein. J'imagine, ça qui t'anime. T'avais pas envie d'une vie normale, quoi. Non, mais c'est une passion, tu vois. Regarde-toi, le triathlon, le gars, il enchaîne 3 entraînements tous les jours, 7 jours sur 7, et là, t'es... tu vois. Ouais, mais tu vois, justement, moi, j'ai commencé à 28 ans, tu vois, le triathlon, et c'est aussi parce que avant, j'avais eu une vie plus... raisonnable, on va dire. J'étais entrepreneur et tout, mais je travaillais dans le milieu de la vidéo, beaucoup à Paris, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire tout ce que je voulais et atteindre certains paliers, être plutôt fier de moi et que mes amis soient fiers de moi, etc. par rapport à ce que je faisais. Moi, je me sentais pas du tout satisfait, et c'était pas assez pour moi. Et du coup, quand j'ai découvert le triathlon, je me suis senti ok, là j'exploite pleinement mon potentiel, on va dire, mes capacités. Tu vois, j'avais l'impression d'être à 100% dans ma vie, quoi. Mais c'est pour ça que je dis ça, c'est parce qu'en fait j'ai eu un truc qui m'a insatisfait, et après j'ai trouvé ma voie, on va dire, où
Bon, je sais pas pour combien de temps, mais voilà, c'est ça qui me fait kiffer en ce moment. Mais c'est pour ça, tu vois, j'en parlais avec un pote là il y a pas longtemps. On n'est pas capable d'aller dans des bureaux pour travailler, nous, tu vois. Moi, j'aimerais beaucoup avoir une vie simple et être heureux et être dans des bureaux et tout, mais je sais que je serais pas capable de le supporter, quoi. Moi, je trouve que tu penses à cette partie-là vraiment dans les moments difficiles, tu vois. Je sais pas si ça t'est arrivé, moi je sais que ça m'est arrivé des fois, tu vois, à l'entraînement, où tu te dis, ah, ça serait bien d'avoir quand même une vie tranquille, quoi. Où tu te dis, pas de se crater, enfin, pas de se mettre vraiment dans le rouge pour l'entraînement, tout ça, où tu te dis, où tu vois, je sais pas, tu te lèves d'un mauvais pied le matin, où tu te dis, ah, il faut que je fasse ça, tout ça, et tu te dis, putain, ça serait bien d'avoir la vie de boulot tranquille comme tout le monde, tu vois. Ouais. Mais après, enfin, moi, je suis assez, comment dire, presque jaloux des gens comme toi qui arrivent à trouver leur voie hyper tôt, tu vois. De dire, ok, bah, toi, au final, à 16 ans, tu t'es dit, bah, je veux faire ça de ma vie, je kiffe, et toi, je suis passionné, et c'est trop bien, tu vois. Parce que, tu vois, ce sentiment dont tu parles de, ah, c'est dur, je m'entraîne et tout, machin. Moi, je me rappelle que j'ai vécu des trucs où psychologiquement, ça me saoulait beaucoup plus, du genre prendre le métro le matin, tu vois. Moi, j'étais en angoisse, tu vois, dans le métro. Je me disais, putain, je dois aller au travail, je suis pas bien, je transpire au milieu des gens, les gens me collent et tout. Et ça, pour moi, c'était le vrai malaise, quoi, tu vois. Donc maintenant, effectivement, quand je veux m'entraîner, je me dis, je suis bien là, t'es au milieu des bois, tu transpires, ça va, quoi. Il y a pire dans la vie, quoi. Non, mais il y a vachement pire. Hein. Il y a des personnes qui sont vachement dans un pire état que nous, et c'est pour ça que moi je pars aussi du principe, tu vois, où bah il y a des fois où on n'a pas le droit de se plaindre, tu vois, dans le sport qu'on fait. Alors des fois, bah bien sûr, on peut avoir des coups de bas, mais tu vois, on a une vie quand même enfin moi, bah pour moi, tu vois, je parle de mon cas personnel où moi je me dis, bah ma vie elle est quand même vachement cool, tu vois. J'ai 20 ans, je voyage, enfin je passe 8 mois à l'étranger, je fais ce qui m'anime. C'est ça qui est génial, tu vois. Et après, quand t'es dans les moments bas où là t'es un peu plus bas et tu te dis, bah en fait tu peux pas te sentir mal parce que, enfin c'est peut-être encore, tu vois, c'est peut-être parce que je fais pas ça assez depuis longtemps, mais où tu te dis, bah je peux pas me sentir mal. Il y a d'autres personnes qui sont encore plus mal que moi et c'est normal qu'ils soient plus mal que moi, tu vois. Ouais, enfin, faut juste savoir apprécier notre cadre de vie et ouais, ce qu'on a. Tu vois, j'allais dire la chance. Non, c'est pas vraiment de la chance. Et c'est un peu aussi le fond du message que tu as envie de transmettre. C'est que tout le monde peut se donner les moyens, dans une certaine mesure, évidemment. On part pas tous du même point au départ de nos aventures. Mais il faut apprécier, essayer d'apprécier en fait là où on est, surtout quand on fait des choses extraordinaires comme toi. Non, comme toi surtout. Moi, je pourrais pas nager autant. Hein. Moi, toi, tu vois, quand je regarde tes vidéos de natation, et en plus, tu vois, je commence à me mettre à la natation. Oui, je sais que tu fais de la course à pied et du vélo. Ouais, voilà. Là, j'arrive pas à filmer en vélo. Je sais pas comment tu fais. Toi, t'es rendu aux vidéos, elles sont trop stylées en vélo. Moi, je suis là, j'essaye, et je fais, ah, moi, ça rend pas pareil. Hein. Tu vois, toi, genre, t'es comme ça, tu vois, quand tu nages. Ouais, moi, je suis comme ça, tu vois, là, j'ai les jambes qui coulent. C'est le début. T'as une bonne capacité d'apprentissage, apparemment, tu devrais t'en sortir. Pourquoi toi, tu peux accomplir toutes ces choses-là, peut-être tant sur le plan physique que mental, et d'autres ne peuvent pas, tu vois. Pourquoi t'es un pionnier, en fait, je pense, en termes de comment dire, de précocité en alpinisme, non? Ah, ça, c'est aux gens de le dire, ça, c'est pas à moi. Bah, après, moi, sincèrement, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait encore plus de jeunes, tu vois. Peut-être, je suis un des plus jeunes à réaliser, tu vois, les 8000. Mais je pars du principe qu'en fait, tout le monde peut le faire, s'ils ont les capacités physiologiques. Bien sûr, parce que les 8000, bah, c'est beaucoup d'entraînement, mais en fait, quand le corps veut pas, bah, il veut pas des fois. Mais c'est pas parce qu'à un endroit où, tu vois, à un moment dans l'expédition où le corps il veut pas et t'es obligé de redescendre et pas faire la montagne, que t'es pas capable l'année suivante d'y aller. Tu vois, ça peut m'arriver à moi, hein, demain je peux aller sur un 8000 et me sentir vraiment pas bien physiquement, je sens que j'ai des problèmes de santé et tout ça, et je vais redescendre et une semaine plus tard remonter et me dire ah ouais, je suis bien, tu vois. Ça dépend aussi beaucoup de choses comme ça. Après,
Il y a une grosse partie, je pense que c'est la discipline, sincèrement, parce que là, c'est même plus de la motivation en soi. Parce qu'il y a des fois où, comme on en parlait, c'est que t'as pas envie d'aller à l'entraînement, t'as pas envie de faire l'ordi, tout ça. Mais en fait, dans notre côté du sport où il est pas trop médiatisé, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, que ça soit dans le triathlon, dans l'alpinisme, c'est que c'est toi qui es obligé de faire tout. C'est que si tu veux avoir des sponsors, c'est toi qui es obligé d'aller prospecter, de proposer, de tenter plein de choses comme ça, et du coup il y a personne en fait qui va le faire à ta place, à part si t'as une équipe derrière toi qui vont le faire pour toi, mais moi je suis pas à ce point là tu vois, et je pense que une grosse partie de réussir un projet, que ça soit dans le sport, dans les études, enfin dans tout, c'est d'avoir l'idée, d'avoir la motivation au début, mais après d'instaurer une discipline où même si t'as pas envie, tu le fais. C'est beaucoup ça, quoi. Et tu parlais d'entraînement, t'as parlé plusieurs fois d'entraînement. C'est quoi ton entraînement et c'est quoi les capacités que tu travailles pour l'alpinisme en fait, quoi. Quel type de performance que tu recherches sur ton corps? Déjà de l'endurance. Une grosse partie d'endurance. Faut être prêt à enchaîner les bornes, hein. On va pas se mentir. Donc surtout au cardio déjà, tu veux dire, dans un premier temps? Vachement d'entraînement au niveau cardio. Après, moi, je suis pas le typique alpiniste, tu vois, où je suis tout fin, tout ça. Moi, j'ai mes kilos, hein. J'ai gardé mes kilos de skieur. Et du coup, je sais que quand je pars en expédition, je vais perdre beaucoup de kilos. Tu vois, je perds une dizaine de kilos à cause de tout l'effort, tout ça, parce qu'il n'y a pas la nutrition qu'on a ici. Tu vois, ici on peut être très vite à quota, parce qu'on peut manger quand on veut quand on est à la maison, hein. On peut manger tout ce qu'on veut, on peut avoir des protéines en poudre si t'as besoin, t'as des compléments alimentaires, tout ça qui peuvent rentrer en jeu. À 8000 t'as rien de tout ça, à part au camp de base. Et du coup en fait quand tu montes et quand tu montes à 8000, tu te dis je vais perdre des kilos de toute façon parce que j'ai pas la nutrition qui est bien, j'ai pas l'hydratation qui est bien, et j'ai un effort physique qui est vachement plus intense que ce qu'il faudrait, on va dire, pour garder les kilos. Du coup, je sais que je vais perdre des kilos, et le but en fait de l'entraînement, c'est de mettre la masse musculaire que je vais prêt à reperdre d'ici, j'espère 20 jours si on me laisse rentrer, perdre ces kilos, mais que le cardio va prendre le dessus, tu vois. C'est pas du tout entraînement comme vous où tout est calculé, nutrition, tout ça. Nous, c'est très aléatoire, tu vois. Et quand je rentre des fois d'expédition pour repartir dans une expédition, je fais du sport, ou des fois je suis trop fatigué. Et du coup, tu vois, quand je suis rentré de l'expédition de l'année dernière en 2023, avant d'aller au Pakistan, j'ai eu 2 jours de repos, où là c'était 2 jours dans le canapé où j'ai rien fait et j'ai juste mangé tout ce qui me passait sous la main. Pour être sûr de comprendre, donc tu es en train de me dire que dans tous les cas, en fait, tu vas être atteint physiquement pendant tes ascensions, notamment avec de la sous-nutrition, tu vas pas être assez nourri, tu vas perdre en masse, y compris masse musculaire, et que du coup, toi, tu préfères entraîner à fond ton cardio pour être capable en fait de dépasser ces lacunes physiques en fait que tu vas subir pendant l'ascension, quoi. En fait, il va y avoir 2 aspects d'entraînement, c'est le cardio, un renforcement musculaire, et après il va y avoir l'escalade. Et renforcement musculaire, je vais vraiment rassembler tous les muscles du haut du corps, avec quelques fois les jambes, mais pas souvent parce que j'ai trop de douleurs, on va dire, la semaine à cause des courbatures. Du coup, j'entraîne des fois, mais je le fais pas, tu vois, tous les 3 jours comme un bodybuilder, tu vois. Et après, la partie cardio, c'est là où ça va être le plus important pour moi, parce que il va y avoir des fois, tu vois, au K2, on est parti, enfin K2 Broad Peak, on est parti du camp de base, on est allé au camp 2, on s'est reposé 5 heures, et après on est reparti pour le sommet. Et on est redescendu direct au camp de base, 1 jour de repos, et on est reparti, on a fait la même chose sur le K2. Du coup, le cardio est très important, où je peux m'entraîner malgré, enfin j'essaye de m'entraîner malgré la fatigue, qui est très dure, quoi. Ah, attends, là j'ai plein de questions. Déjà, quand tu dis entraînement cardio, c'est quoi par exemple? Alors,
Ça dépend. Il va y avoir du vélo, du trail, de la course à pied mais sur route pour essayer de, par exemple, fractionner tout ça. Et l'hiver, il va y avoir du ski de randonnée où là je vais mettre du gros dénivelé. Et le trail, ça va être vraiment partie spécifique dénivelé positif avec la descente pour préparer les chocs qu'il va y avoir. Course à pied sur route, ce que je fais le plus régulièrement parce que des fois je pars en montagne, du coup tu peux pas faire trop de trail. Et là ça va être vraiment soit de la longue distance sur route mais plat à basse intensité on va dire, tu vois, pour vraiment habituer le cœur et le corps à fonctionner à ce rythme-là pendant une longue période, et après du fractionné des fois. Et vélo de route, ça va être vraiment aussi de la longue distance parce que l'avantage du vélo, c'est que ça va pas être traumatisant comme la course à pied peut l'être des fois. Et du coup, des longues sorties à vélo, pour toi, c'est quoi du coup? Parce que là, je suis en train d'imaginer des trucs de ouf, parce que tu me dis qu'au final, tu passes des journées d'efforts, t'enchaînes plusieurs... c'est une ascension, c'est 10 heures Non, l'ascension du K2, aller-retour 36 heures. Ouais, ok. Donc ça veut dire que t'as un cardio qui est toujours élevé pendant 36 heures quoi. Ouais, pas pendant 36 heures d'affilée, tu vois, le K2 on a pris 5 heures de repos au camp 2, tout ça, mais... Oui, mais repos sans oxygène, j'imagine que t'es pas... C'est pas la récup la meilleure, on va dire. Du coup, tes sorties vélo longues, c'est quoi du coup? Ça dépend des fois, ça dépend aussi du temps que j'ai parce que comme tu peux l'imaginer, je sais que je suis beaucoup sur l'ordi quand même. Et du coup, des fois ça va de 60 km à des fois 150 si j'ai le temps sur une journée quoi. Mais tu vois, ça c'est intéressant parce qu'au final, moi ça m'intéresse. C'est un peu ce que je me disais, c'est que tu devais quand même avoir un entraînement solide. Je sais pas si t'en parles pas trop non sur tes réseaux pour l'instant. Du coup, je vais essayer vraiment là j'aimerais bien faire, tu vois, à partir là cette semaine, c'est encore chaud avec tous les rendez-vous. Mais j'aimerais bien proposer, tu vois, une série sur TikTok, peut-être pas encore Insta parce que je sais pas si ça peut plaire parce que ma communauté elle est vachement anglais en fait sur Insta parce que je mets les posts en anglais. Okay. Mais sur TikTok, de faire les trucs en français, de montrer vraiment mon entraînement, tu vois, je veux vraiment faire le côté TikTok en disant voilà, c'est ça mon entraînement. J'ai vu que ça a plu déjà, ça a pas fait beaucoup de vues mais ça a fait beaucoup de likes, j'ai reçu des messages très positifs derrière qui voudraient savoir plus mon entraînement, tout ça. Du coup, je veux vraiment axer une série entraînement, matériel, tout ça, et à voir, tu vois. C'est prévu quand du coup excuse-moi, j'ai raté l'information là le dernier sommet. C'est en novembre, non? Là, non, ça va être en septembre. Le départ, il vient de se redécaler. Là, je devrais rentrer, j'espère, d'ici milieu septembre. Ok, mais tu pars quand, du coup? On sait pas. C'est en fonction des fenêtres météo Non, c'est en fonction s'ils veulent de nous dans le pays ou pas. Ok, donc là, t'es prêt à partir, en fait, quasiment. Ah ouais, mais il m'envoie la notification demain. Après-demain, je peux être parti dans l'avion. Y a pas de souci là-dessus, les sacs, ils sont vite prêts. Ok, donc bon, en septembre, tu vas rentrer dans l'histoire, alors. Ouais, j'espère, hein. On va voir. L'histoire, peut-être pas, mais ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Non, mais le plus important, j'espère que... moi, le but, c'est d'inspirer. C'est d'inspirer les jeunes, tu vois. Dernier, peut-être, sujet, mais bon, c'est un projet titanesque que tu t'es lancé. Qu'est-ce que... T'es passionné de montagne, t'adores ça, mais là, ça va au-delà d'aimer la montagne. Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi ton ambition ultime peut-être derrière tout ça? Qu'est-ce qui te pousse à repousser tes limites via ce projet-là, quoi? Qu'est-ce qui te motive tous les jours? Au début, c'est vraiment, comme tu dis, parti d'un objectif personnel, tu vois, c'était une passion, je voulais gravir, tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à faire le projet, à montrer le projet, tout ça, vu que j'ai été dans le milieu du ski, j'ai vu aussi beaucoup de skieurs qui arrêtaient la compétition, pas par choix, mais par leur coach qui disait qu'ils étaient pas assez bons. Et en fait, derrière le projet aussi, c'est de montrer en fait que les skieurs peuvent réussir derrière leur après-carrière de ski, mais que ça soit aussi dans tout le monde, que tout le monde, s'il se fixe un objectif,
puisse y arriver. Moi, le nombre de fois où on m'a dit que c'était impossible, le nombre de fois où on m'a refusé un sponsor parce que j'étais trop jeune pour eux et qu'ils avaient peur et que j'avais pas assez d'expérience selon eux, c'est énorme, ça se compte par dizaines. Le nombre de refus, et du coup t'as envie de montrer en fait que bah, c'est possible, que c'est possible. Moi je suis parti d'une idée et au final j'en suis au dernier, et si moi je réussis, bah, tout le monde est capable de réussir, parce que en fait je suis pas plus spécial que les autres. Le seul truc c'est que bah, je crois en mon rêve, et je pense que la grosse partie du temps au début c'est toujours d'y croire, et une fois qu'on y croit c'est vachement plus simple. Alors moi j'ai une question par rapport à ça. Tu parlais du point de départ, c'est d'y croire. Bon, je fais un parallèle avec mon aventure, mais moi je pense que si j'avais su tout ce que ça impliquait, je suis pas sûr que j'y serais allé. Tu vois, parce que quand tu regardes, enfin avec le recul là, j'ai appris énormément de choses en fait, chaque mois, chaque semaine, à chaque course, voilà. Et en fait quand tu mets tout ça bout à bout, c'est ingérable, tu vois. Et c'est juste que bah, j'y suis allé. Enfin, j'aime bien cette phrase qui dit ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, tu vois. Parce qu'en fait, bah, j'y suis allé sans savoir. Et puis au fur et à mesure, bah, tu t'adaptes et t'apprends. Et tu passes palier après palier, quoi. Est-ce que t'as ce ressenti par rapport à cette aventure-là ? Est-ce que si t'avais su tout ce que ça impliquait, t'y serais allé ? Est-ce que t'as l'impression d'avoir découvert beaucoup de choses au fur et à mesure ou pas ? Enfin, comment t'as vécu ça ? Moi, j'ai vécu dans la chose où j'avais l'impression, tu vois, de faire un pas dans le vide et de sauter dans le grand bassin, tu vois. Moi, enfin, j'étais ado, hein. Et là, en fait, t'es dans le monde adulte d'un coup, quoi. C'est que là, c'est pas que tu fais un taf, c'est que tu fais ton entraînement, tu fais tout ce qu'il y a à côté, tout ça, et ouais, si on te le disait au début, t'es là, non mais il y aura pas tout ça, c'est pas possible. Tu peux pas penser à tous les attraits, tu vois. Comme pour toi, c'est que t'as tout ton entraînement, t'as tout à côté, et en fait t'essayes de tout gérer au plus possible. Tu vois, au début, moi la nutrition c'était une galère. T'apprends ça aussi, moi j'ai pas fait d'études de marketing, du coup t'es là, t'essayes de faire ton marketing auprès des sponsors, comment voir, tout ça, et en fait t'es jeté dans le grand bain. Moi j'avais l'impression, tu vois, tu fais un énorme plongeon. Et en fait, pendant la descente, c'est comme si on te donnait toutes les infos d'un coup, tu vois. C'est genre, on te fout des rafales de toutes les infos, et t'es là, ah ouais, ok, c'était comme ça, ah ouais, tout ça. Tu jongles, quoi. Tu fais du mieux que tu peux, quoi. Ouais, t'essayes de jongler, tu vois. C'est peut-être, tu prends un coach, il t'améliore les points. Après, tu commences, on va dire, à regarder la nutrition. Tu regardes la nutrition, et tu balances les deux pour voir ce qui est bon pour toi, voir ce qui marche, tout ça. Et au final, bah ouais, comme tu dis, t'essayes de jongler, quoi. Surtout, sur tous les aspects. Et après, c'est ça aussi, je trouve, qui fait la beauté des projets comme ça, tu vois, comme quand tu lances un projet dans tout, c'est t'apprends et tu continues d'apprendre, et en fait, au final, tu réalises que c'est pas être passionné par le résultat, c'est être passionné par l'entraînement, tout ce que tu mets à côté, tout ça. Et moi, c'est au final, je trouve que c'est plus ça qui m'anime aussi de jour en jour, parce que j'essaye d'apprendre tous les jours de nouveaux trucs, en me disant ok, bah je pourrais peut-être faire comme ça, tu vois. Ton compte par exemple, tu vois, bah c'est super inspirant pour moi, parce que je me dis ah ouais, il a fait comme ça, il s'entraîne comme ça, et en fait t'essayes de prendre tous les compléments, et ah ouais, tu vois, ton montage, moi je le trouve super bien. Et t'es là, ah ouais, il fait ça, et tu te dis, c'est des angles à créer, et c'est ça qui est génial, tu vois. Et c'est ça que je kiffe. Bah écoute, on va pouvoir conclure. Bah ouais. Putain, c'est ouf qu'on enregistre le podcast juste avant que tu fasses ton dernier sommet, là. Bah c'est génial. Bah maintenant, par contre, il faut que tu viennes à 8000, quoi. Pouah. Ah, ça va. Déjà, emmène-moi à 4000, déjà. T'as déjà fait un 4000 ? Non. Bah, faut qu'on trouve un moyen. Sincèrement, le Mont Blanc, je trouve que c'est une fois à faire. Tu vois. Et tu vas voir, c'est très vite piqué. Hein.
Bon, tu m'emmènes au Mont Blanc alors. Bah ouais, pas de souci. Faut qu'on cale ça. Et en plus, toi qui es triathlète, tu vois ce qu'on peut faire. Il y a plein de trucs. Bah écoute, merci beaucoup pour ce podcast. Moi, ça m'a vachement intéressé. J'espère que ça aura intéressé les gens. Et puis on va suivre tes aventures. Parce que je crois que savoir qu'il va y avoir... tu vas terminer une première aventure et qu'il y en aura certainement d'autres, quoi. Ouais, une grosse. Bon, mais super. Merci beaucoup, Eh Alastair. ben merci.